Il me racontait qu'il réussit à s'évader, puis comme ça, tu voyais. Et puis, l'avion était disparu, là, dans les... Je suis donc content et chanceux d'avoir survécu. Enfin, le 21 janvier, la mort dans l'âme, je sors de la même barrière que j'avais franchie près de 3 ans plus tôt. J'étais devenu civil. Et jamais plus, je ne serai le Flying Officer Savard. Désormais, je serai un jeune homme de 20 ans, sans aucune expérience valable à offrir à un employeur. J'avais vécu une expérience inoubliable. J'en étais sorti vivant et j'en resterai marqué pour le reste de mes jours. Mais qu'est-ce que le sort me réservait dans l'avenir? Oui. Quel âge as-tu? 19. L'âge que vous aviez quand vous êtes Mon nom est François-Guy Savard. Pendant la Deuxième Guerre, j'étais navigateur. Et puis, le Lancaster qu'on voit derrière nous, c'est moi qui l'ai rapporté d'Angleterre en juin 1945. Alors, c'était pris en juin 1944. Je venais d'arriver là-bas, en Angleterre. Alors, j'étais en congé de débarquement. Je suis allé rencontrer mon frère dans le Yorkshire, qui est au nord de l'Angleterre. À ce moment-là, mon frère avait atteint l'âge de 18 ans et il s'engage dans l'aviation. Alors, je l'ai choisi pour devenir navigateur. Et puis, il était envoyé à l'école de navigation à Saint-Jean-d'Iberville. Alors, il venait nous voir à Montréal. Puis, à l'occasion, il apportait son sextant, puis il me montrait comment ça fonctionnait sur le soleil et les étoiles. Et puis, mais je trouvais ça bien compliqué, surtout qu'il fallait faire ça en anglais. Et puis, mon nouvel instructeur, c'était un Australien qui, lui, était bien sympathique à mon égard. Tu sais. Ce qui n'était pas le cas de mon instructeur canadien, parce que dans bien des cas, les Canadiens français n'étaient pas très bien aimés. Tu sais. On nous tolérait, mais tu sais, alors que l'Australien, lui, était très impressionné du fait que j'allais en classe tous les soirs pour étudier, pour essayer de passer mes examens écrits. Le travail en l'air, on le faisait bien, mais c'était les examens écrits qui nous coulaient. Mais j'ai réussi d'obtenir ma commission d'officier. Et puis, avec le grade de sous-lieutenant au pilot officer. Mon père était très fier de m'épingler mon aile sur moi. Mais il a été un peu fort. Il m'a rentré l'aiguille dans la poitrine, tu sais. Mais je n'ai pas bronché. Et puis, je suis parti pour l'Angleterre. C'était un bonhomme que j'avais déjà connu à Montréal, qui m'a reconnu, et puis qui est venu me rencontrer. Il m'a demandé si je voulais me joindre à son équipage. C'est comme ça que j'ai rencontré les autres. Le sans-filiste s'appelle Lemay. Le mitrailleur arrière, c'était de la France. Le mitrailleur au-dessus, le Medapper, le Daou, qui venait de la chute. Ça, c'était le mécanicien de bord, un Anglais, un sergent anglais, Jack Coop. Et puis, le pilote, sergent Baudouin, qui venait de Sherbrooke. Le viseur de bombe, Brown, qui venait de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et moi-même, de Montréal. Vous étiez le plus jeune? J'étais le plus jeune. La majeure partie de la guerre, la RAF, Bomber Command, opérait de nuit. C'était des vols de nuit parce qu'ils avaient constaté la guerre qu'aller se promener au-dessus de l'Allemagne pendant le jour, c'était pas bon pour la santé. Naturellement, de jour, c'est beaucoup plus de précision parce qu'on voyait ce qu'on faisait. Alors, notre première mission, là, c'était la ville de Leipzig. C'est très loin en Allemagne, très, très loin, passé Berlin. Mais c'est vrai qu'on était escortés à ce moment-là par des avions P-51, des Mustangs, qui nous escortaient tout le long. Alors qu'on approchait de l'objectif, Brown, qui était le viseur de bombe, il donnait ses ordres au commandant, puis de steady, steady, steady. Et puis le mitrailleur arrière dit, il y a un Lancaster qui descend en flamme à 200 mètres derrière nous. J'ai écrit ça dans mon livre de bord. Quelques secondes plus tard, un Lancaster qui descend en flamme à 100 mètres derrière nous autres. J'ai écrit ça. Puis tout d'un coup, kaboum! À l'intérieur de mon compartiment, dans le nez de l'avion. Là, tout c'est de la poussière, puis les vacarmes épouvantables. Il y avait un gros trou juste à côté de moi, comme ça. Et puis,
on se demande toujours comment on va réagir face à la mort. Tu sais. Puis dans mon, comme je tremblais comme une feuille comme ça. Mais dans mon masque à oxygène, je me parle à moi-même, puis je dis, hey, branche-toi, petit gars, t'as de l'ouvrage à faire. Bon, ça a duré peut-être 5 ou 10 secondes. Puis là, ben, j'étais obligé de nettoyer tout ce qu'il y avait autour de moi, puis continuer mon travail. On était à 20 000 pieds. Et puis l'air rentrait dans l'avion par un grand trou à 180 000 à l'heure. Ça faisait beaucoup de bruit. Et puis, tout d'un coup, le mécanicien de bord s'est rendu compte que notre ligne principale d'oxygène avait été coupée. Alors, on n'avait plus d'oxygène. Ça, c'était notre premier voyage. Moi, je disais, on a 30 comme ça à faire. Ça va être long, notre affaire. Alors, mon frère, lui, était déjà rendu en Angleterre. Et puis, le soir de qui devait être le dernier voyage de son tour d'opération. Un tour d'opération sur les bombardiers, c'était 30 missions de bombardement. Cet après-midi-là, il avait écrit à la maison à Montréal. Et puis, à l'époque, l'alcool était rationné au Québec. Il fallait avoir un carnet de rations pour acheter de l'alcool. Mon frère avait dit aux mes parents, écoutez, ramassez les livrets de rationnement d'alcool parce qu'on va en avoir un party. Je devrais retourner au Canada bientôt. Avant de recevoir cette lettre-là, ils ont reçu le télégramme leur annonçant que leur fils était disparu au combat. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur de ne pas revenir? Oh non, ça, on ne pensait jamais à ça. Tu sais. Ah non, il ne fallait pas. Tu sais. Et puis, effectivement, une autre fois, au décollage, on perd un moteur. On était à peu près à 100 pieds de terre, puis le moteur à droite, extérieur, tombe en panne. Normalement, c'était un arrêt de mort. Parce qu'on était pleine charge de bombes, 2000 gallons d'essence, 11 000 livres de bombes, et puis on perd un moteur. Normalement, on aurait dû s'écraser puis exploser. Mais mon pilote était tellement formidable qu'il a réussi à se maintenir en vol. Alors, on dit à peu près à 1000 pieds, il dit, bon, mais les gars, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix de rester au-dessus de l'objectif, au-dessus de la ville, de la base, pendant 5 ou 6 heures, pour brûler assez de carburant pour pouvoir atterrir avec nos bombes. Autrement, on s'en va au-dessus de la mer, à 100 000 de la côte, là, on lance nos bombes, puis on revient à la base. On dit, bon, c'est ça qu'on fait, ça va prendre moins de temps. Alors, rendu à 100 000 de la côte, on était à 12 000 pieds, tout allait bien, il faisait un beau soleil. Alors, on a dit, bien, l'objectif n'est pas tellement loin, il fait beau. Si on retourne à la base, on n'aura pas crédit pour une opération, pour une mission. Après toutes mes émotions, on mérite bien d'elle. Alors, on décide de continuer jusqu'à l'objectif. On arrive là au-dessus c'était l'île de Heligoland. On était tout seul, tout le monde était parti. Et puis, normalement, ça aurait été encore un arrêt de mort, mais pour une raison, on était tout seul. Et puis, par conséquent, le viseur de bombe n'était pas dérangé. Et puis, ces bombes sont arrivées juste au-dessus de l'objectif. On continue. Un petit peu plus tard, un deuxième moteur commence à tousser. Tu sais. Le pilote, il dit, hey, c'est assez, là. On s'en va au-dessus de la Hollande, puis on saute en parachute. On met notre parachute. Et puis, on était prêt à sortir. Puis, le mécanicien de bord réussit à faire partir le moteur. On retourne à la base. Alors, comme vous dites, cette fois-là, on a bien pensé que c'était fini notre affaire. Vers la fin de la guerre, ces opérations de jour, on passait. L'objectif était toujours smother the defenses, écraser la défense. On se présentait au-dessus de l'objectif en vague de 150 avions lourds à toutes les 5 minutes. Ça veut dire 30 par minute, un avion toutes les 2 secondes. Impensable. Tout le monde visait le même endroit en même temps. On a perdu beaucoup d'avions qui étaient frappés par des bombes des autres. Le dernier bombardement de la guerre, c'était sur une des îles de la Frise, Wangaraga. Et puis là, on a plein de charges de bombes, 11 000 livres de bombes. Et puis, on approchait de l'objectif. Et puis là, encore une fois, notre viseur de bombe disait « steady ». Tout d'un coup, on entend un cri de mort. C'était notre mécanicien de bord qui était derrière le pilote, qui regardait par l'astronome. Et il dit « Skipper! » Tu sais, « Move aside ». Puis le pilote, il dit « Tu peux pas être complètement entouré d'autres avions. »
Puis, ça fait que le gars, il en tremblait, tu sais, puis il criait de mort. Tu sais. Ça fait mon pilote a réussi à se tracer juste après quelques pieds. Il a mis notre aile en dessous de l'aile de l'autre avion à côté. On était tellement près de ça. Et puis, à ce moment-là, on a entendu un gros soupir de soulagement. C'était, le gars a vu 6 tonnes de bombes passer entre l'aile et la queue de notre avion, tu sais, juste un peu devant lui, comme ça. Puis il dit après ça, en riant, tu sais, ça m'a coûté 10 ans de ma vie, ça. Effectivement, il est mort il y a 10 ans, le bonhomme. Et puis, alors, c'était la vie pendant la guerre. Franchement, d'aller à la guerre, c'était enivrant. C'était quelque chose de formidable. En autant qu'on revient, naturellement. Mais pendant qu'on était là, c'était vraiment excitant. On voulait continuer le combat. Et puis, heureusement, je suis revenu vivant. Et puis, ben voilà, 70 ans plus tard.